Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Salut à tous, aujourd'hui on accueille Romane, elle a occupé 3 postes différents dans des mines. Elle va nous expliquer ses difficultés et la réalité du terrain. Salut Romane. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Oui, tout va bien. Pour commencer ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Salut à tous, je m'appelle Romane, je vais avoir 25 ans et voilà, ça fait 4 ans que je fais mon petit bout de chemin en Australie. Là, je suis sur le départ, mais c'était une belle aventure. Alors tu as bossé en mine. Comment as-tu pu rentrer dans ces fameux jobs en mine? Oui, le fameux. Ouais. Moi, j'ai commencé il y a un moment parce qu'on était en fin 2021. Je venais juste d'arriver à Perth et j'avais commencé à regarder pour faire un peu utilities, donc dans le ménage et tout ce qui était comme ça. Et j'avais déjà de l'expérience en tant que backpacker, avoir fait du ménage dans des resorts, dans des pubs, un peu partout en Australie, quoi, parce que c'était un peu le seul métier que j'avais fait. Et j'ai commencé à faire envoyer des CV, et j'ai eu quelques interviews, et après 1 mois ou 2 mois, après avoir fait tous les tests médicaux, etc., je suis partie en mine, quoi, pour la première fois, en D'accord. tant que femme de ménage. Ce qu'on appelle dans le milieu des mines utility. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, tu as directement postulé auprès des entreprises de mines. Non, j'avais postulé, c'était des agences aussi, des agences de recrutement. Ok. Il y en a des tonnes sur Perth, et que eux, du coup, t'envoient après à bosser. Moi, j'avais bossé pour Sodexo, par exemple, donc je bossais pour mon agence, c'est mon agence qui me payait, mais c'est Sodexo qui payait mon agence. Enfin, une agence d'intérim, quoi. Ouais, une agence d'intérim, d'accord. Donc tu as dû déposer beaucoup de CV pour avoir un retour ou ça a été assez rapide? J'ai dû envoyer pas mal de candidatures, ouais, je pense quand même. Je saurais plus te dire combien, mais j'avais déjà commencé à chercher avant d'arriver à Perth. Et après, j'ai continué pendant au moins 1 semaine ou 2 semaines avant vraiment d'avoir des rendez-vous, des petits interviews en groupe et tout. Et même après ça, j'ai quand même attendu pendant un moment d'avoir le test médical, d'avoir ton uniforme, d'avoir ton premier vol aussi. C'est ça aussi qui est le plus long. Oui. Je me rappelle qu'il m'avait bien fait attendre. Donc ouais, ça avait quand même mis un moment. C'était pas en 1 semaine, j'étais partie, quoi. Ouais. Tu étais en FIFO, Fly Oui, In, c'est Fly ça. Out. Tu peux expliquer un peu le concept du FIFO, s'il te plaît? Alors du coup, FIFO, fly in, fly out. Donc moi, je fly de Perth et je fly sur le site, peu importe où il est, dans le nord du Western Australia, peu importe où le mine site est, quoi. Ouais. Et donc ça dépend de la longueur de ton swing. Donc le swing, c'est le temps où tu restes sur ton site. Moi, par exemple, en utility, c'était 2 semaines. Donc, j'allais sur le site pendant 2 semaines en avion. Et je dormais sur le camp. T'as tout qui est fourni pour toi, hein. De toute façon, la cafette, le bar, etc. Et après ces 2 semaines, tu rentres à Perth. Prends l'avion pour rentrer du travail. C'est un peu fatigant au bout d'un moment, mais ouais. Tu es payé pendant par exemple, les 2 semaines où tu travailles et la semaine où tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Oui, c'est ça. Oui. Vu que j'étais en casual, du coup, en français, comment on pourrait dire? Intérim, Ouais. du coup, on n'a pas le bénéfice d'être payé sur la semaine off comme quelqu'un qui serait employé à temps plein, quoi, qui est payé à l'année, entre guillemets. Donc, ouais, moi, j'étais payée que quand j'étais sur le site. Pour faire utility, est-ce que tu as dû passer des tickets? Non, pas du tout. J'ai pas passé de ticket. Je vais en rajouter une couche en plus parce que j'ai pas le permis, donc ça m'a pas vraiment aidé pour le départ. Ouais. Mais non, pas de ticket. J'avais fait du housekeeping, mais ça m'était arrivé dans un de mes swings de faire aussi du mindside cleaning. Du coup, tu es sur le site. Toujours du ménage, faire le ménage des salles de lunch, etc. Ok. J'avais rien du tout.
J'avais juste ma petite expérience en tant que ménage, quoi. Ouais. Et, c'est tout. Est-ce que ça t'a favorisé d'avoir de l'expérience en tant que housekeeper en Australie? Ouais, je pense quand Mm. même. Je pense que ça a quand même dû faire une différence sur le Mm. CV, que j'en avais fait pas mal. Après, moi, ce que je visais à la base, c'était plus le bar ou quelque chose comme ça, mais je pense que vu qu'ils ont vu housekeeper sur mon CV, bah, Ouais, ils m'ont direct mis dans le milieu que je connaissais, entre guillemets, quoi. oui. La journée type, bah, se réveiller donc à genre 4 heures du matin, 4h30, aller prendre son petit déj. Juste après, bon, du coup, t'as pas les trajets pour aller sur le site, tu passes ta journée sur le camp. Tu marcher pour aller faire ton petit brief du matin où tout va vous dire où est chaque personne dans le camp, combien de chambres t'as, etc., etc. Après, prendre ton petit chariot et stocker, donc stocker les draps, stocker les rouleaux de toilette, les produits de nettoyage, etc. Bosser de 6h à 10h30. Après, une petite pause de 15-30 minutes, dépendant un peu là où t'es et comment ça se passe la journée. Ouais. Continuer à bosser après cette petite pause jusqu'à la pause du midi, donc à 13h ou 14h. 1 heure de pause non payée en housekeeping, c'est quand même important de le mentionner. Ouais. Et après, bah, tu continues à faire tes chambres avec ton petit chariot jusqu'à 18h, Ok. donc 12h. Et puis après, certains vont à la salle. Moi, j'allais pas forcément à la salle quand je faisais housekeeping parce qu'on marche déjà beaucoup. Ouais, assez physique, oui. Oui, c'était du 15 000 pas par jour, quoi, 20 000 pas même. Et voilà, quoi. Après, bah, chacun a ses activités, j'ai envie de te dire. Et puis aller manger et se coucher et refaire la même chose le lendemain pendant 2 semaines. En moyenne, tu avais combien de chambres à nettoyer par jour? Entre 20 et 30, je dirais. Ouais. Donc c'était beaucoup. Ça paraît pas si énorme comme ça, quand je le dis comme ça, mais sur une journée, on commence à faire, quoi. Ouais, ouais. Parce que bah, faut nettoyer la salle de bain, faut changer les draps, faut passer la serpillière. Ça fait très long, quoi. Oui, parce que c'est pas tu arrives et tu refais le lit et tu repars. Non, non, non. C'est Oui. vraiment un grand nettoyage de printemps dans la chambre, chaque chambre. Et chaque jour, tous les jours, il faut faire le grand Oui. ménage. Ouais, d'accord. Après, ça dépend le site. Moi, je sais que j'étais sur un gros site, du coup, c'est pour ça qu'on avait beaucoup plus de chambres, mais j'ai déjà rencontré des gens qui ont fait d'autres sites et ils avaient 10, 15 chambres. Ouais. C'est beaucoup plus cool, quoi. Oui, ouais, oui. Alors, tu étais payé combien pour ce job? Par heure, je saurais pas te dire, mais par contre, par semaine, je Oui. pourrais. Je faisais à peu près 2 000 $ par semaine. Donc, après D'accord. mes 2 semaines, je rentrais à Perth avec 4 000 $. Très bien. C'était déjà Très, très pas mal. Mais... Donc, t'as fait ce job pendant combien de temps? j'ai fait ça pendant 7 à 8 mois, il me semble. Ouais. Bon, du coup, à coup de 2 semaines au travail et 1 semaine off. Donc, c'était bien long. Peut-être pas mal redondant, ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. Du coup, après, tu as voulu changer de job? En fait, j'ai fait mon dernier swing en rentrant de France et je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je change. J'en pouvais plus, très clairement. Ça faisait trop longtemps que je le faisais au même endroit, etc. Et du coup, j'en ai pas mal parlé avec mon copain qui était déjà dans l'industrie minière et qui m'a conseillé de commencer à passer quelques tickets pour changer un peu d'air, quoi. Pour changer, essayer de trouver un autre travail qui changeait un peu du quotidien de faire le ménage, quoi. Alors, du coup, tu as dû passer quel ticket? J'ai passé la white card, qui est indispensable pour bosser en mine. Même en construction en général? Oui, en construction, que ce soit en ville ou en mine, Oui. de toute façon, c'est indispensable, quoi. Et le working at height, Ok. le confined spaces et le gas testing. C'est tous les tickets que j'ai passés. Alors, donc pour le travail en hauteur, enfin, Ouais, travail en hauteur, espace confiné. espace confiné, du coup. Ouais. Et genre tester l'atmosphère, quoi, pour du gaz. C'est des formations que tu as dû passer en présentiel? Les cards, je sais elle peut être faite en ligne aussi. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de la faire en présentiel. Très, très compliqué. T'as un peu les réponses soumises de toute façon. Et le reste, j'avais fait la moitié en ligne parce que c'était un module qui proposait en ligne. Donc, pour un peu te donner une idée de ce que tu allais faire le lendemain, quoi. Et après, le lendemain, une journée ou une demi-journée, il me semble, en présentiel, du coup. Donc, c'était un module en ligne et présentiel ensemble pour gagner un peu de temps. Et donc, tu as fait un combo des 3 dernières formations? Ouais, c'est ça. C'était beaucoup plus rapide, j'ai trouvé, que de passer une par une. Ça t'a coûté combien ces 3 formations? Je dirais entre 250 et 350 $, je pense. Et après, comment as-tu fait pour trouver un nouveau job? Après avoir passé tout ça, c'était un peu la galère. J'ai eu un peu d'aide de mon copain, du coup, qui bossait déjà en mine,
qui, sur plusieurs swings, ils avaient besoin de trade assistant, qui m'a permis de commencer mon chemin en ligne. Donc, j'ai fait quelques semaines avec eux. Et ouais, ça m'a permis de découvrir un peu ce que c'était. Déjà, découvrir le Mindsight, parce que du coup, je n'étais pas vraiment allée en housekeeping. Le site, là où ils créent les minéraux. Du coup, tu es devenue trade assistant, qui a une compétence particulière. Ouais. En Australie, ils appellent ça les tradies, du coup. Ouais. Donc, c'est ceux qui ont vraiment, soit qui ont fait des apprentissages, soit quelqu'un qui est aussi un peu plus expérimenté que toi et que, du coup, tu l'aides, quoi, à passer des vis, à passer des tournevis, à passer des drills, etc. Donc, ouais, juste tu aides, quoi. Tu as aidé quel type de profession? Moi, c'était des scaffolders, du coup, en anglais, c'est le mot anglais. En français, des échafaudeurs, à construire des trucs en hauteur. Donc, moi, c'était plus passer des tubes, du coup, en métal pour construire tous leurs échafaudages. C'est des vis, leurs outils aussi. Donc, tu as dû apprendre un peu tout le vocabulaire qui est autour de l'échafaudage. Oui, oui, c'est sûr que moi, j'y connaissais pas. En plus, ils ont beaucoup des mots spéciaux qui sont pas utilisés par les autres tradis, du coup, parce que c'est pour leur profession. Mmh. Et ouais, du coup, j'ai dû apprendre un peu sur le tas. Bon, j'ai eu la chance que mon copain m'aide un peu. Mais oui, sinon, tu apprends sur le tas et quelqu'un te montre 2, 3 fois et puis essayer de retenir, quoi. Et alors, tu as assisté une personne, 2 personnes, 3 personnes? Tu as assisté combien de personnes? Parfois, ça pouvait être une personne, en fait, ou 2 personnes. Ça dépend, en fait, de la taille du job. S'ils ont un gros échafaudage qu'ils ont besoin de construire en une demi-journée ou quoi, là, du coup, on avait une grosse équipe. On avait plusieurs personnes comme moi qui aidaient. On avait plusieurs scaffolders. Il y avait du monde, quoi. Mais après, ça m'est aussi arrivé d'aider 1 ou 2 personnes. Mais j'ai jamais été toute seule, je pense, à aider. Il y avait toujours quelqu'un d'autre avec moi qui aidait, quoi. Raconter un peu une journée type en tant que trade assistant? Une journée type, du coup, qui commencerait pareil, sur le camp, manger ton petit déj et tout. Par contre, là, avant de faire ton brief, en fait, tu vas monter dans le... nous, c'était un camion, parce que du coup, les scaffolders ont un camion. Donc, se rendre sur le site, faire son petit brief du matin, un peu pour expliquer ce qui se passe aussi dans la journée. Un peu pareil qu'avec la housekeeping au final. Après, partir en équipe, sélectionner du matériel dont ils vont avoir besoin, donc différentes tailles de tubes, différents outils, etc. Après, se rendre sur le job, dans le camion encore. Et après, commencer à passer le matériel, quoi, pour qu'eux, ils construisent tout ce qui est le scaffold, enfin, l'échafaudage. Continuer comme ça jusqu'à, pareil, la pause de 10h30, et encore jusqu'à la pause de 14h, quoi, 1 heure pour du repas du midi. Et après, reprendre jusqu'à 5h30, 6h. Ça dépend un peu sur le site où t'es, combien il y a de temps pour le village. Et tu fais ça tous les jours. Donc, ça te fait aussi une journée de 12 heures. Si le site est très loin, des fois, tu peux faire des journées de 13 heures, quoi. Ah Parce ouais. que, il faut 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Et Ouais. il y a des compagnies des entreprises qui vont te payer les 13 heures, mais par contre, il y en a d'autres qui s'en fichent. Ouais. Tu seras payé que 12 heures. Tu étais payé combien pour ce boulot? Entre 3 000 et 3 500 la semaine, je dirais. D'accord. J'étais beaucoup plus payée qu'en housekeeping. Forcément, il y a une grosse différence dès que tu mets un pied sur le site. Donc, ça fait du 40-45 $. D'accord. Dollars. Très beau salaire. Et tu as bossé en tant que trade assistant pendant combien de temps? Je pense que c'était sur le cours de 2 mois. Donc, Ouais. j'ai fait 2, 3 swings différents. C'est pas très long à chaque fois, peut-être une semaine, 8 jours, 10 jours max. Ouais, c'était plus court. Je dirais pas il y a moins de demandes, mais vu que je bossais en shutdown, du coup, ce qui est quand ils arrêtent la mine pour réparer des trucs, c'est pas un truc qui est constant comme les chambres, par exemple, que tu dois faire tous les jours, quoi. En fait, tu travaillais quand la mine n'était pas en production. Ouais, quand ils s'arrêtent, en fait. Ouais, du coup, ils appellent ça shutdown. Et suite à ça, tu as décidé de changer de boulot à nouveau. Et encore. Est-ce que tu peux nous expliquer la suite? Du coup, j'ai décidé de partir sur le métier de rigueur. Le métier de rigueur, c'est bosser avec une grue. Donc, tu vas avoir le grutier, du coup. Ouais. Souvent, ça va être des crews de 3 personnes, donc le grutier et 2 rigueurs. Et les rigueurs vont s'occuper de tout ce qui est utiliser les chaînes sur ce qu'on va soulever avec la grue, justement. Guider le grutier, que ce soit avec une radio ou des signaux avec les mains. Et s'occuper de faire atterrir ce qu'on soulève,
De voir qu'il y a personne qui marche autour, par exemple, qui marche en dessous de la grue, etc. D'accord. Donc voilà. Et j'ai voulu faire ça puisque mon copain m'avait donné l'idée, encore lui. Et tu veux que je te dise les tickets? Oui, Du coup, en rigueur, bah, tu peux avoir le premier que tu es obligé de passer, c'est dogging. Du d'accord. coup, dogging, ce qui est un peu le premier pas de bébé, entre guillemets, de rigueur. Donc, tu pas le choix de passer. Puis après, rigueur basique. Donc, je peux avoir basique, intermédiaire et advanced. Moi, j'ai décidé de passer que le basique parce que je me sentais pas vraiment... Pas, je me sentais pas apte, mais je me sentais pas... je Oui, voulais pas me lancer dans l'inconnu comme ça et oui, puis prétendre à un poste en fait de intermédiaire alors que j'avais absolument pas l'expérience ou les connaissances quoi. oui. Du coup, j'ai fait que dogging et rigging, ce qui m'a pris 2 semaines en tout, une semaine pour chaque. Ces formations te permettent de connaître les bases du job de rigger. Ils te montrent quoi ce qui se passe, tu Ouais. comprends, tu commences un peu à apprendre la radio, les signaux avec les mains, etc. Tu fais aussi il y a beaucoup de calculs Ouais. mathématiques sur comment calculer la masse de ce que tu es en train de soulever, quelle chaîne utiliser. Par exemple, certaines chaînes sont que bonnes pour soulever 6 tonnes, mais par exemple, bah, ce que tu vas soulever, ça va être plus lourd, donc forcément, tu dois utiliser quelque chose d'autre. Donc, tu as Ouais. des calculs pour, euh, pour apprendre tout ça, quoi. C'est des formations, donc c'était de la théorie et de la pratique. Oui, c'est les deux. Donc, c'était souvent le matin théorie et l'après-midi pratique. C'est toi qui as dû financer ces formations? Oui, ça m'a coûté bien cher. J'ai dû payer, il me semble, 1 900 $, je crois, pour les deux ensemble. Oui, Un bel investissement dès le départ, oui, c'est sûr que c'est un investissement qui fait un peu peur. mais vite rentabilisé. Oui, c'est sûr qu'une fois que tu es dans le job et tout, c'est rentabilisé. Oui, donc tu as dû passer ces 2 tickets et après tu as pu commencer à chercher un travail. J'ai commencé à chercher, alors là, ça s'est passé beaucoup moins rapidement. C'était très compliqué pour me donner ma première chance, entre guillemets. Que oui, j'avais l'expérience du housekeeping et de trade assistant, mais c'est quand même un métier qui est complètement Mmh. différent. Et vu que j'ai pas le permis et que j'avais passé que le basique, ça m'a fermé beaucoup de portes, en fait. Je regrette pas maintenant, après avoir vu mon parcours, de n'avoir passé que le basique. Mmh. Mais certains sites, par exemple, ne veulent que des intermédiaires rigueur. D'accord. Et du coup, bah, ça te ferme une porte entière sur tout un site, quoi. Du coup, c'était plus compliqué. J'ai dû harceler les gens pendant, je dirais, au moins 2 ou 3 mois. Mais par contre, une fois qu'on m'avait donné ma chance, tout s'est débloqué d'un coup. Et ils ont vu que tu étais Donc, capable et que tu t'y étais impliqué, que tu y allais. Tu recontactais tout le temps. C'était les agences de recrutement. ouais, ouais, ouais. J'envoyais des mails, j'étais sur Seek, Mmh. j'étais sur Indeed. J'essayais de trouver leur numéro pour les appeler. Ouais. C'était du harcèlement pur et dur. Ah ben c'est ce qu'il faut faire. Oui, Ouais. c'est sûr, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas facile de le faire tous les jours. Voilà, quoi, Ouais. quand personne te donne une chance, mais bon, Ouais. une fois que ça paye, t'es bien content de l'avoir fait. Ouais. Oui, et puis la baisse de morale, c'est De longues heures à chercher, à prospecter les agences, quoi, ouais. entre guillemets. Et malgré que tu aies déjà de l'expérience dans des mines, dans différents jobs, que tu aies passé tous les tickets, tu as quand même galéré à trouver ton premier job. Je pensais pas du tout galérer, je t'avoue, mais oui, j'ai galéré. Donc, ça fait un moment que tu es en Australie, donc tu devais quand même avoir un bon niveau d'anglais. Enfin, tu as un bon niveau d'anglais. Oui, je suis bilingue, si je peux me permettre de le dire. Voilà, donc ça J'avais facilite. déjà un bon niveau d'anglais avant de venir, mais forcément, après beaucoup de temps en Australie, j'ai Ouais. essayé de m'améliorer. Mon copain est irlandais, donc je parle Ah, anglais tout le temps. voilà. Donc ça aide. Donc en plus, tu as un Ça aide. excellent niveau d'anglais, enfin tu es bilingue, donc tu avais toutes tes chances de ton côté, quoi. Je sais pas trop pourquoi, je t'avoue, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai autant galéré. C'était peut-être une mauvaise période, je sais pas. Ouais. Donc alors comment ça se passe cette journée en tant que rigueur? Bah, un peu similaire, encore une fois. En tant que rigueur, bah, du coup, on sera plus séparés en team de 3 personnes, 4 personnes, dépendant de ce qui se passe. Mhm. Et après, bah, chacun va être assigné une grue, entre guillemets. Du coup, chaque grue va bosser sur un truc différent. Donc, tu pourras bosser sur que ce soit une structure ou juste soulever des trucs en hauteur pour, par exemple, les autres professions. Donc, s'ils ils ont besoin d'outils ou quoi que ce soit, tu leur soulèves aussi pour eux. Ouais. Et donc, bah, pareil, tu fais toute une journée de 12 heures. Si c'est sur 2 semaines. Récemment, j'ai beaucoup bossé, donc ça m'est arrivé de faire 4, 5 semaines au même endroit.
ce qui est très long. Mais ça m'est aussi arrivé de faire 5 jours, 8 jours. Ça dépend vraiment des besoins de là où on va. Et quand tu faisais tes 4-5 semaines à la suite, est-ce que tu avais des day off? Ouais, j'avais. Alors là, ça dépend du site où tu es et de l'état où tu travailles aussi en Australie, parce qu'ils ont des lois qui sont différentes. Ça dépend aussi si tu travailles de jour ou de nuit. Là, moi où j'étais, c'était dans le South Australia, pas loin d'Adélaïde, quand j'ai fait 4 semaines. Du coup, leur règle à eux était de faire 14 jours de travail et après ton 14e jour, tu devais avoir un jour off. Et après, tu pouvais reprendre pour 14 jours encore. T'as quand même un petit jour off à un moment ou un autre. Ouais. Et pour le WA, tu connais la règle? Là où j'étais récemment, par exemple, ils pouvaient faire que 10 nuits parce que j'étais de nuit et après, ils pouvaient avoir un jour off et refaire seulement 6 nuits. Mais je sais qu'il y a des endroits où c'est, par exemple, tu peux pas faire plus d'une semaine de nuit. Après, tu es obligé d'avoir un jour off parce que justement, ils considèrent que de nuit, c'est plus compliqué pour ton corps, c'est plus fatigant, etc. Ça dépend du site, ça dépend du client, ça dépend un peu de tout. Et tu as pu bosser dans le Western Australia? Non, c'est tout ce que j'ai fait en FIFO, South Australia et Western. Bon, après, c'était déjà assez loin, le South Australia, je t'avoue. Donc, ça m'allait bien. Parce qu'il y a des mines aussi au niveau du Queensland, non? Sûrement. Ouais, il y en a. Après, c'est des mines différentes. Dans le Queensland, ils ont beaucoup de mines de charbon. Donc, c'est aussi d'autres tickets qu'il faut passer. Et il y a déjà beaucoup de monde sur la côte est pour y bosser, quoi. Ouais. Faut pas envoyer les gens qui sont... Ouais. Ouais, C'est faire tout le tour de l'Australie. Ouais. Et du coup, Romane, tu as quand même une grosse expérience dans les mines. Est-ce que tu aurais des avantages et inconvénients à donner sur ce type de job? En soi, il y a un avantage qui est aussi un inconvénient, c'est de pouvoir travailler autant d'heures sur une période si courte. Donc, c'est un avantage si tu es prêt à faire des sacrifices, je trouve, pour économiser beaucoup d'argent d'un coup. Mais ça peut être aussi un inconvénient parce que c'est des longues heures, tu es loin de tes proches, enfin de tes amis, surtout du coup en Australie. Tu es loin de ta maison, il fait chaud, etc. Donc, tu es beaucoup payé, mais c'est aussi à cause de tous ces inconvénients, entre guillemets, quoi. Gros inconvénient, à part d'être loin, en vrai, moi, j'ai pas trouvé beaucoup d'inconvénients. Je t'avoue que j'ai beaucoup aimé, moi, j'aime beaucoup avoir une routine, en fait. Du coup, le fait d'avoir le même jour, enfin, la même journée tous les jours, du coup, ça te force un peu à être dans une routine. Tu sais à quelle heure tu te réveilles, tu sais à quelle heure tu vas manger, tu sais à quelle heure tu prends le bus. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, d'avoir une routine, donc ça m'a pas trop déplu. Ouais, un avantage, à part l'argent, il n'y a pas l'argent et la routine, quoi. Il y a pas de c'est pas non plus un camp de vacances, quoi. Mais ouais. Oui. Et tu devais travailler sous toutes les conditions. Oui, il fait très chaud dans le nord de l'Australie. J'ai déjà vu des 50, 53 degrés en été. Sous la pluie et les orages, c'est un peu différent dépendant de ton job. Moi, par exemple, en tant que riggeur, s'il y a des orages, les grues, elles n'ont plus le droit de fonctionner, quoi. Parce que forcément, ça attire la foudre, un grand stick dans l'air. Mais oui, sinon, à part s'il y a vraiment une grosse pluie, sinon tu bosses quand même sous la pluie, tu bosses s'il fait chaud. Donc, Romane, pour toi, est-ce que de bosser en tant que fille, est-ce que c'est une contrainte? Alors, je dirais que ma réponse est mitigée. C'est pas ni noir ni tout blanc, parce que je pense que c'est une force d'avoir la force de caractère, en fait, de se pointer dans un endroit où il y a 95% d'hommes. Ça peut être aussi compliqué si t'as pas cette force de caractère, je pense. Je trouvais que ça m'a grandi en soi, en fait, de me pointer tous les jours et puis de me dire, regarde-moi, la petite française, en fait, je bosse avec tous ces mecs et j'arrive à faire le travail aussi bien qu'eux, quoi. Il peut y avoir un risque qu'on te prenne un peu moins au sérieux quand t'arrives. Parce que les gens, surtout moi qui changeais tout le temps de site, ils savent pas vraiment de quoi je suis capable, ils savent pas si je sais faire mon taf, ils savent pas si je sais parler anglais. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais, j'ai déjà eu 2-3 situations où c'est un peu relou d'être une femme dans cette situation, mais j'ai aussi beaucoup d'hommes qui m'ont dit c'est génial d'avoir des femmes dans ce métier. C'est une bouffée d'air frais, quoi, d'avoir pas que des mecs qui parlent fort, qui prennent de la place, voilà, quoi. Une super expérience. Moi, j'en ai grandi, j'ai fait que grandir en bossant en mine, quoi. Donc, c'est pas trop macho. En tant que femme, on peut y aller. On peut y aller. Après, je dis pas que tu vas pas te faire regarder en marchant dans le camp ou
que tu vas pas avoir 2-3 regards d'un vieux de 65 ans, quoi. Bon, après, comme un peu partout, on va juste dire Oui. que là, la concentration d'hommes est un peu plus, il y a un peu plus de monde, quoi. Bah, toi qui as une grosse expérience dans les mines, est-ce que tu aurais des conseils à donner à toutes les personnes qui veulent travailler dans les mines en Australie? Ouais. Alors, mon premier conseil, ça serait de passer les tickets, déjà de se renseigner sur quel type de job vous voulez faire. Donc, forcément, bah, comme j'ai mentionné, trade assistant ou rigger, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, les tickets étaient différents pour chaque job. Donc, j'ai renseigné sur chaque ticket qui est nécessaire pour ce job. Euh, Avoir un bon CV, je pense que c'est super important aussi, avec de bons mots-clés, etc. sur les mines. Un des très bons points aussi serait de se faire la main en ville, en fait, au lieu de viser direct les mines, oui, c'est super, il y a de l'argent, mais il y a aussi du taf à Perth, par exemple. Et du coup, après, sur ton CV, ça te donne, bah, t'as de l'expérience, quoi. Donc, Oui. ça te donne un avantage par rapport aux autres. Euh, et puis après, bah, contacter les agences d'intérim, continuer à postuler, montrer que vous êtes motivé, quoi. Faut pas lâcher. C'est ça mon premier conseil, déjà, il faut pas lâcher. Euh, Et puis mais ouais, il faut pas rappelons, se... si toi, tu as mis 3 mois Ouais, des fois à trouver un job alors que tu avais déjà l'expérience, un très bon niveau d'anglais, voilà. oui. Oui, Donc du jour au lendemain. c'est pas un magique, en un claquement Oui. de doigts, vous allez trouver, mais bon, après, il y a aussi des gens qui trouvent en 2 jours parce qu'ils ont eu beaucoup de chance, mais Mm. et aussi mon dernier conseil, c'est ne pas prendre le job pour acquis avant que vous soyez dans la vie. Mm. Parce que c'est aussi possible que du jour au lendemain, ton agence te dise, «Bah, non, en fait, on n'a pas besoin de toi» et du Ah oui? coup, ils annulent ton vol et tu plus de job, quoi. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé de me faire décaler de plusieurs jours, par exemple, mon Mm. vol. Ça m'est jamais arrivé de me faire annuler mon vol. Par contre, c'est déjà arrivé à plein de mes potes. Donc, Ouais, d'accord. c'est même des potes rigueur qui devaient bosser avec moi et qui m'envoient un message la veille. Ah bah non, en fait, je viens pas et ils viennent de m'annuler, quoi. Donc ça arrive. Parfois, c'est juste le client qui a mal compté les chiffres dont ils avaient besoin et au final, ils se disent, bah, on n'a pas besoin d'autant de monde, quoi. Voilà, quoi. Mais c'est ça mes conseils. Passer les bons tickets, pratiquer l'anglais, ne pas avoir peur d'appeler, d'envoyer des emails, d'être sur Seek, Indeed, etc. Et bosser en ville, quoi. Ah oui, et dernier conseil aussi, c'est bien se poser la question si on est bien conscient de ce qu'est bosser en mine, quoi. Est-ce Mm. qu'on est prêt à faire les heures sous la chaleur, sous la pluie? Est-ce qu'on est prêt d'être loin de tout le monde? C'est pas facile tous les jours, t'es quand même tout seul au milieu de nulle part. Du coup, mon dernier conseil, ça serait d'essayer de s'intéresser un peu au job que vous envisagez de faire, parce que c'est quand même plus facile de passer 12 heures par jour à faire un job qui nous intéresse que de faire un job qu'on déteste, quoi. Sinon, ça va être de très longs swings. Ouais, carrément, ouais. Ben, je te remercie beaucoup, Romane, pour tous ces conseils et pour ton retour d'expérience de boulot en mine. Bah, merci à toi. Bientôt. Salut. Salut!